I was 5 years old when the going got tough. I remember it so vividly. Years when I became like some kind of happy, 'cause I shut myself out of ability to fix the broken dream of happy and out me. See us anymore. Wanted to stay now, had it, 'cause it's not my responsibility, but I'm now out of me, and I had come of our family. It's not, and she'll say out of me, proud of me, out of me. Émouvante, impressionnante, que vous avez compris. Bon, c'est un peu quelque chose beaucoup mieux. Et c'est des jours où ça va, des jours où ça va. Eh bien, je vais faire une petite tour. Et donc, rappelez-vous quand on s'est bien matché mais oui, je suis également bonjour à toutes et à tous. Parents, elle et sa sœur sont séparés, vécu, et pas seulement. Donc, j'ai suivi toute une trajectoire, au moins d'essayer d'aider d'autres. Il y a 2 ans, j'ai France. Présent à une conférence. En fait, la conférence. Oui, nous sommes les Golais. On a, avec l'aide des Européens présents à la conférence, du groupe d'études qui a été retenu, donc on en est très honoré à l'époque. À tous là, près Olivier. Monsieur William Burnett, cher. Résoudre leurs problèmes. Il faut continuer à les guider vers les modes alternatifs de règlement des conflits pour que les juges puissent se concentrer sur des dossiers plus lourds et plus conflictuels. Une justice plus humaine, surtout en droit de la famille, cela m'apparaît prioritaire. Il nous faut des juges motivés, passionnés par leur fonction et empathiques. Dans chaque dossier, le juge devrait pouvoir prendre le temps de parler aux parents, de les écouter et de les aider à prendre les meilleures décisions pour leurs enfants. Enfin, une justice plus ferme. Oui, même en droit de la famille, nous avons besoin de juges courageux qui ne craignent pas de prendre leurs responsabilités en prenant des décisions humainement difficiles, impopulaires, en ayant toujours en vue le seul intérêt de l'enfant ou des enfants. J'espère que nous pourrons plus longuement échanger ces thèmes lors de votre visite à Dinan. Monsieur le ministre, je vous invite à venir nous expliquer pourquoi vous êtes là ce matin avec nous. Merci d'être là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour mesdames, messieurs, cher Olivier, chère Marie-France, si vous me permettez de vous appeler, puisque vous êtes juge à Dinan. En fait, je vais vous répondre en anglais, si vous le permettez. Merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui pour parler de ce sujet important. La question des relations entre l'enfant et sa famille occupe une place centrale dans notre société. En termes juridiques, l'importance de ce lien se retrouve dans le Code civil belge. À l'évidence, ce sont les parents qui, normalement, ont l'autorité parentale. Depuis 1995, les grands-parents ont également le droit légal de préserver des relations personnelles avec l'enfant, même lorsque les parents y font opposition. Plus récemment, cette année, une nouvelle loi votée par le Parlement belge garantit le droit des enfants à ne pas être séparés de leur fratrie.
Lorsque les parents se séparent, le principe directeur en Belgique, c'est celui d'une garde partagée de l'enfant. Les deux parents ont les mêmes droits après une séparation. Et ce n'est que si la Cour considère que la garde partagée n'est pas la bonne solution, qu'il peut envisager une autre forme de garde. Le juge va tenir compte des circonstances particulières du cas et de l'intérêt de l'enfant et des parents. En théorie, donc, tout paraît réglé. Mais, depuis le début de mon mandat, il y a environ 1 an, j'ai été contacté par de nombreux parents qui témoignent des relations interrompues avec leurs enfants après une séparation. Quelque chose qui peut être préjudiciable à la fois pour l'enfant et pour le parent concerné. À l'évidence, s'étend à toute une branche de la famille qui est totalement retirée de l'environnement de l'enfant pour une période plus ou moins longue. En tant que ministre de la Justice, je suis certain que les décisions des juges sont prises dans l'intérêt supérieur de l'ensemble des parties concernées sur la base des informations dont ils disposent et dans le cadre de la loi existante. Mon rôle ne consiste pas de porter un jugement sur des cas particuliers, mais mon rôle consiste à veiller à ce que les juges disposent du cadre juridique indispensable et des outils nécessaires pour prendre les meilleures décisions possibles. Il est important que notre objectif principal soit toujours la sécurité et le bien-être de l'enfant ou des enfants concernés. C'est la raison pour laquelle nous devons les protéger de la violence intrafamiliale, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychologique. Protéger les liens familiaux ne prend pas le pas sur la sécurité de l'enfant, de préservation par rapport à des abus ou des excès. Et cela ne doit jamais être nié ni minimisé. La violence intrafamiliale requiert des mesures appropriées qui doivent être prises en considération. Néanmoins, lorsqu'il n'y a pas de violence ou il n'y a pas d'abus en jeu, le bien-être de l'enfant nous oblige à veiller à ce que des relations saines avec les deux parents soient maintenues après une séparation. Évidemment, ces procédures vont avoir un impact et une incidence sur les enfants. Parfois, les parents considèrent que la garde de l'enfant est quelque chose qui tient du rapport de force au sein du litige qui s'est placé entre eux pour cette garde. Les enfants deviennent des otages dans des procédures tumultueuses et leur garde devient une arme dans un conflit entre parents. Chaque parent va essayer d'influencer l'enfant pour qu'il rejette l'autre parent. Comment dès lors parler de la question de l'aliénation parentale? La terminologie peut prêter à confusion. Dans son rapport final sur la Belgique 2020, le groupe des experts sur la lutte contre la violence envers les femmes et la violence intrafamiliale recommande que les professionnels concernés soient avertis de la nature scientifiquement non fondée du syndrome d'aliénation parentale et que l'opinion publique en soit également avisée. Il me semble qu'il faut opérer une distinction claire entre le phénomène de l'aliénation parentale d'une part et le syndrome d'aliénation parentale d'autre part. La notion d'aliénation ou de syndrome d'aliénation parentale, c'est-à-dire un syndrome psychologique chez l'enfant, est une notion ou un concept controversé pour lequel il n'y a pas beaucoup d'études jusqu'à ce jour. En revanche, l'aliénation parentale ou même le rejet parental est un réel problème et aussi une question à plusieurs facettes. Il est possible que l'enfant soit manipulé par l'un des parents et exploité lors d'un divorce. Il arrive également que l'un des parents utilise l'enfant pour faire du chantage. Dans ces deux situations, c'est préjudiciable pour l'enfant et pour sa famille. C'est la raison pour laquelle mon cabinet a été contacté par M. Van Allen et par Marie-France Carlier et par aussi Barrick pour présenter le projet qu'ils avaient mis en œuvre
dans les tribunaux de Dimnon il y a quelques années. Le but de ce projet est d'éviter une rupture dans les relations parentales ou lorsque cette rupture a déjà eu lieu, de permettre que des contacts puissent avoir lieu et puissent être renoués. Chacun aura évidemment l'occasion de vous expliquer en détail le fonctionnement de cette procédure dans les 2 jours à venir. Mais sachez que cette procédure met l'enfant au centre des préoccupations et que cela nécessite un changement de mentalité dans cette approche. Les parents devraient tout d'abord prendre conscience, davantage conscience, des procédures juridiques et de l'importance de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant après un divorce ou une séparation. Dans pas mal de cas, les parents doivent recevoir une aide, un accompagnement pour passer de partenaire dans la vie à statut de partenaire dans l'éducation de leur enfant. Et donc, il faut mettre en place des sessions de formation pour les parents lorsqu'ils entament une procédure judiciaire à propos de la garde parentale. Cela leur permettra de réfléchir aux enjeux de la procédure engagée et de trouver plus facilement un accord ou de trouver des méthodes alternatives de résolution des conflits telles que la médiation familiale. Dans des cas particulièrement conflictuels, par exemple, la procédure judiciaire est la seule façon de trouver une solution au litige. Dans ces cas-là, elle doit répondre à son objectif. Mais à ce stade, un changement de mentalité peut également être obtenu en prenant une série de mesures. Tout d'abord, les procédures peuvent être objectivées en utilisant un formulaire d'application simplifié qui décourage le type d'accusation qui se retrouve généralement dans ce genre de litige. Deuxièmement, les magistrats ont à l'évidence une responsabilité par rapport à ces procédures. Il est important qu'ils soient formés pour reconnaître les dangers de l'aliénation parentale et que des mesures provisoires soient immédiatement prises pour réduire le conflit et pour garantir une relation entre l'enfant et ses 2 parents. Les magistrats doivent mettre les parties concernées en capacité pour qu'elles puissent se respecter l'une l'autre tout au long de la procédure. Des procédures étape par étape avec des auditions fréquentes sont nécessaires. Troisièmement, les magistrats sont soutenus par une équipe d'experts multidisciplinaires et ici des acteurs extrajudiciaires qui sont essentiels pour collecter les informations objectives indispensables pour que le juge puisse prendre une décision avisée. Les gardes d'enfants vont également apporter un espace sécurisé à l'enfant où ils pourront exprimer leurs besoins. Quatrièmement, d'autres méthodes de résolution des conflits peuvent être promues, mais la médiation ne devrait jamais être imposée à qui que ce soit. Une attention particulière devrait donner à l'égalité et à la sécurité des 2 parties pour qu'elles puissent être suffisamment confiantes et en sécurité de manière à se défendre. Un tel changement de mentalité, mesdames et messieurs, ne peut advenir qu'en coopération avec l'ensemble des parties concernées, avec d'abord les juges, les magistrats, dont certains sont présents ici aujourd'hui. Leur attitude dans les tribunaux est évidemment essentielle. Ce qui est également important, c'est la création d'un réseau d'auxiliaires de justice en fonction des problèmes soulevés par chaque affaire, par chaque cas. Et puis, il y a les juristes dont le rôle est tout aussi vital. Ce genre de litige n'est pas résolu par une guerre ou par la tentative de vouloir atteindre toutes les revendications, mais ne peut être qu'une affaire qui conduit à tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, mesdames et messieurs, je conclus. Ce changement de mentalité devrait également se refléter dans la loi. C'est la raison pour laquelle moi et mon cabinet, avec mes experts, avons l'intention, en collaboration avec le monde universitaire, d'entamer une réflexion sur la place qu'il convient d'accorder à l'enfant dans le cadre des procédures juridiques qui le concernent. Cette réflexion aura naturellement des répercussions sur la façon dont les litiges concernant la garde de l'enfant pourront être traités.
Cette conférence sur les différents aspects de la protection des liens familiaux après une séparation contribuera certainement à cette entreprise. Et donc, je vais maintenant laisser la parole aux orateurs et j'ai hâte d'entendre vos idées pour ce débat très important et très nuancé. Thank you. Nous sommes heureux de pouvoir continuer à travailler avec vous pour pouvoir implémenter tous ces changements de mentalité, mais qui ont déjà commencé, je pense, et qui commencent aujourd'hui avec cette conférence également. Merci. Bien entendu. Merci. Merci. Je suis heureuse maintenant d'accueillir Olga Odinets. Bonjour Olga, qui nous vient de Paris. Olga est la présidente d'ACALPA, l'association contre l'aliénation parentale et pour le maintien des liens familiaux en France. Elle s'était dirigée au départ dans ses études sur l'écologie marine. Elle a travaillé dans ce domaine-là pendant 20 ans. Elle a beaucoup voyagé. Elle a travaillé notamment au Brésil et à Guam. Et elle nous est revenue vers les années 2000 en France, où suite à son divorce et ce qu'elle a vécu elle-même, elle a créé donc ACALPA. Et récemment, elle a écrit un livre formidable qui s'appelle Séparation conflictuelle et aliénation parentale. Vous aurez l'occasion éventuellement de l'acheter. J'espère qu'on pourra l'acheter aujourd'hui ou demain. Mais en attendant, Olga va parler au nom des familles. Il faut aussi, cette conférence s'adresse aux professionnels, mais il est important, avant de changer notre manière de travailler, d'écouter ce que les parents et les familles ont à nous dire. Donc nous allons t'écouter, Olga. Bon, merci beaucoup. Alors, c'est très difficile de parler au nom des familles après monsieur le ministre de la Justice, parce que j'ai l'impression qu'il nous a déjà répondu. Mais bon, un grand merci de m'avoir invité à introduire justement ce colloque de professionnels pour donner la parole aux parents et aux familles. Alors, comme a dit Marie-France, je suis la fondatrice de l'ACALPA qui regroupe depuis 18 ans des pères et des mères en proportion égale, ainsi que des grands-parents et qui se battent justement pour ne pas perdre le lien avec leurs enfants. Alors, on m'a dit qu'il faut cliquer. Je clique, mais il ne se passe rien. Ah, voilà. Alors, parler aujourd'hui, on m'a demandé de parler au nom de toutes les familles. Alors, dans un congrès international, c'est toujours un petit peu compliqué, parce que d'abord, c'est une grande responsabilité envers les autres parents qui ne sont pas là, que nous ne connaissons pas. Et c'est aussi un exercice techniquement difficile, parce que c'est un congrès international, nous sommes ici en Europe, et que les familles, déjà, sont culturellement très diverses. Par ailleurs, on dit souvent que oui, les enfants ont beaucoup changé, les enfants aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Alors effectivement, mais on perd souvent de vue que les familles ont changé bien davantage et que maintenant, ce sont les enfants qui doivent s'adapter aux nouvelles familles et surtout aux désirs de leurs parents. De plus, il existe, alors nous sommes en Europe, et il existe d'importantes différences entre les pays européens, non seulement alors au niveau évidemment de la richesse et du niveau de vie, mais également de la taille de la population, mais surtout du budget alloué au système judiciaire. Et la France, je suis française, affiche le plus petit nombre de juges par 100 000 habitants, et elle compte également beaucoup moins d'avocats que les autres pays européens.
Et donc, je vais vous parler de situations un petit peu désastreuses au niveau européen, c'est vrai. Et en plus, nos systèmes judiciaires eux-mêmes en Europe ne sont pas comparables dans leur fonctionnement. Bon. Excusez-moi, mais je clique et il n'y a rien qui se passe. Voilà. Alors, en France, nous avons, pour mieux suivre l'exposé, en France, les juridictions qui sont concernées par les séparations parentales sont au nombre de 3. Nous avons le juge aux affaires familiales ou le juge du divorce qui s'occupe des parents, de l'autorité parentale, également de tout ce qui est pension alimentaire. Nous avons le juge des enfants qui peut être saisi soit par le parent, soit par le procureur après un signalement quand l'enfant est considéré comme étant en danger. Et c'est lui qui va ordonner les mesures protectionnelles, éducatives. Il s'occupe également des enfants délinquants. Et enfin, nous avons la juridiction pénale en cas de plainte pour non-respect d'une décision judiciaire, non-représentation ou enlèvement d'enfants. Je suis désolée, mais mon ordinateur est... Sur le côté ou qui monte, Lequel? Ok. C'est parce que... Non, c'est pas sur le côté. Est-ce que je peux avoir de l'aide pour les slides, s'il vous plaît? Parce que je vais avoir un temps qui va... Tom, est-ce que tu peux expliquer comment il faut bouger les dias? On m'a expliqué, mais... Ok. Alors maintenant, les parents... Alors, maintenant, voyons voir ce que disent les parents, tout du moins les parents de la CALPA. Nous avons, alors sur quoi je me suis basée aujourd'hui pour vous parler, nous recevons environ tous les ans 700 courriers, alors de pères et de mères, nous avons regardé en proportion égale, mais également de grands-parents et d'autres membres de la famille, et également des courriers d'enfants qui ont été aliénés ou qui sont en rupture de lien quand ils étaient petits. 24% de ces demandes ne sont pas spécifiques, c'est juste un appel au secours et on ne mentionne ni l'enfant ni les procédures. 54%, c'est-à-dire la majorité, des demandeurs sont en début de procédure et le lien devient de plus en plus fragile. 16% sont des procédures judiciaires plus avancées et les enfants ne veulent plus voir un des deux parents et généralement la famille de ce parent rejeté. Et enfin, 6% des personnes apportent juste un témoignage en disant que le lien est cassé déjà depuis très longtemps et qu'ils ne voient plus leurs enfants. Alors le premier courrier, généralement, nous avons une demande d'information qui n'est pas spécifiée. D'autres écrivent « Qu'est-ce que vous faites ?» Nous avons besoin d'aide. Et ce sont des personnes qui, visiblement, n'ont pas regardé les sites Internet, n'ont aucune information. D'autres demandent des conseils beaucoup plus spécifiques dans le domaine de la prévention, j'insiste. Je sens que mon enfant est manipulé, je ne perds le lien est en train de se perdre, j'ai besoin de conseils. Ces personnes sont informées et connaissent les risques de la rupture de lien. Parfois, ce courrier est beaucoup plus spécifique. Je veux un avocat, je veux un psychologue, je voudrais un psychologue pour enfants ou je voudrais un expert psychiatre. Enfin, d'autres ne demandent rien du tout. Ils envoient juste un témoignage avec toute leur histoire de vie et ils remercient. Merci de m'avoir lu. Alors, je vais commencer. l'exposé en parlant
forcément des problèmes. Des trains qui arrivent en retard ou qui déraillent, parce que c'est eux qui posent problème. Les trains qui arrivent à l'heure, finalement, on ne les voit pas et on n'en parle pas. Alors, les premières difficultés commencent avec les avocats. Alors, ce que l'on reproche de façon générale aux avocats, c'est d'être incompétents en matière de gestion des conflits de loyauté et d'aliénation parentale, de ne pas plaider sur des fondements juridiques, de juste raconter l'histoire des parents, de ne pas écouter le parent rejeté, de mal le préparer pour l'audience, de ne pas être joignable, ne pas répondre au téléphone, d'être négligent. Parfois, l'avocat ne vient pas à l'audience et généralement, il coûte beaucoup trop cher, il multiplie les procédures et le parent abandonne en cours de route. Le juge aux affaires familiales donc le juge des divorces, généralement, alors lui, en France, tout du moins, il écoute les avocats, il n'écoute absolument pas les parents, à tel point que parfois, on a l'impression que ce sont les avocats vont rentrer en conflit dans leur procédure et on a l'impression que c'est eux qui divorcent et pas les parents qui restent assis, silencieux, la tête baissée. Les délais d'audience sont excessifs, absolument incompatibles avec le temps de l'enfance. Le juge, après, reproche aux parents de multiplier les procédures et de le harceler. Et parfois même, en pleine audience, il va lui dire « Monsieur, madame, écoutez, au point où vous en êtes, je vous conseille de faire le deuil de votre enfant. » Bien entendu, il y a une grande différence entre les juges. En médiation familiale, bien sûr, tous les parents ont essayé la médiation familiale. Alors c'est pareil, on constate que les médiateurs sont rarement bien formés, que le juge leur donne une médiation mais ne peut pas l'imposer, que le médiateur n'a aucun pouvoir. Les parents découvrent avec la médiation qui ne se passe pas, bien ou pas du tout, que le parent qui est en fait un délinquant familial sera dans l'impunité. Celui qui refuse la médiation ne sera ni nommé ni sanctionné. En cas de conflit, la médiation devient une manœuvre dilatoire pour faire durer le temps de procédure au détriment du parent rejeté. Au pire, c'est un espace d'agression de ce dernier si le médiateur ne sait pas gérer la situation. Alors, en police, alors la première difficulté va apparaître quand la décision du juge aux affaires familiales ne sera pas respectée et que la médiation a échoué. Le parent, dans ce cas-là, il va où? Il va en police ou en gendarmerie pour déposer une plainte pour non-représentation d'enfant. Et là, il ne comprend pas que les forces de l'ordre ne sont pas là pour faire appliquer les décisions du juge en matière de droit de visite et d'hébergement. Alors, au mieux, la plainte sera enregistrée et transmise au parquet, au procureur, mais généralement, leur déposition sera prise sous forme de main courante et va s'entasser dans les dossiers. Mais au pire, l'autre parent, le parent qui garde l'enfant, sera passé avant que le parent rejeté aille en police et lui, il aura déjà déposé, il aura déjà fait témoigner l'enfant et la déposition de l'enfant sera enregistrée et l'enfant va dire que c'est lui qui ne veut pas voir le parent et que l'autre parent n'y est absolument pour rien. Et donc le parent rejeté qui arrive après, eh bien, il se retrouve en garde à vue avec des allégations de violence ou de maltraitance. Bon, mais parfois, un miracle arrive. L'agent de police téléphone au domicile de l'enfant
pour s'inquiéter de la raison pour laquelle il n'est pas transmis à l'autre parent. Alors je précise que c'est une situation très française, puisque en Allemagne, vous avez des personnes qui sont chargées de faire appliquer la décision du juge aux affaires familiales. En France, nous n'avons pas ça. Alors, le juge des enfants, alors ce rejet injustifié et violent d'un parent par un enfant conduit souvent à la phrase d'après, et très redoutée par tout le monde, c'est la saisine du juge des enfants. Alors les deux magistrats, le magistrat du divorce et le juge des enfants, se concertent très rarement. Ils ne passent pas les dossiers de procédure de l'un à l'autre, et il est très fréquent que le juge des enfants prenne une décision qui sera contraire à celle du juge aux affaires familiales, et comme sa décision l'emporte sur celle du juge du divorce, c'est celle qui va durer un certain temps, parce que les mesures protectionnelles qu'il va mettre en place durent au moins 1 an renouvelable. Les parents se plaignent souvent d'un manque d'empathie du juge des enfants, qui considère de toute façon que c'est l'enfant qui est sa préoccupation, ce qui est absolument vrai, mais qui considère que les deux parents sont également suspects et incapables. Alors, les mesures éducatives vont durer longtemps. Le parent doit apporter la preuve de sa compétence parentale, et quand ces mesures éducatives n'ont pas pu être exécutées, le juge, en fait, ne s'excuse jamais des défaillances de ses propres services. Alors, les parents auront affaire à ces services sociaux si le juge des enfants met en place une mesure éducative ou un placement dans un foyer ou dans une famille d'accueil. Alors, ces intervenants sociaux, généralement, ont peu de connaissances, une très faible formation et surtout des a priori très marqués. Ils prennent toujours fait et cause pour l'enfant, et pour eux, la parole de l'enfant, c'est la seule vérité. Et leur mission, c'est de protéger l'enfant contre qui ? Eh bien, contre les deux parents, bien entendu, qui seront considérés deux suspects jusqu'à la fin de la procédure. Ces travailleurs sociaux ne consultent presque jamais le dossier, car ils se réfèrent à leur propre expérience. Alors, ce n'est pas tout. Les parents, en plus du calvaire judiciaire, ils doivent affronter la rumeur et les croyances populaires dans leur entourage et leur milieu professionnel. Alors, c'est les clichés, l'enfant ne ment jamais, il n'y a pas de fumée sans feu. Oh, il ne faut pas s'en mêler, on ne sait pas tout. Le désir de l'enfant doit être respecté. Et puis la fameuse phrase, avec le temps, tout s'arrange. L'enfant va bien comprendre et va revenir vous voir. Et puis, pourquoi s'acharner? Pourquoi dépenser toute sa vie et tout son argent à essayer de retrouver un enfant ingrat qui ne veut pas te voir? Alors, je voudrais tout de même rajouter une chose, que le regard des autres est particulièrement douloureux pour les mères, parce que la société, quelque part, est un petit peu habituée, malheureusement, à voir des pères privés de leurs enfants. Mais quand c'est une mère qui est rejetée par son enfant, on suppose le pire et on la regarde toujours comme une mauvaise mère. Alors, la question, finalement, est-ce que ce lien familial est-il vraiment important ou non? Alors, voyons voir l'impact que cette rupture de lien peut avoir sur les familles. Alors, il y a très peu d'études cliniques sur les parents rejetés, les parents en rupture de lien. Alors, ce qu'ils nous rapportent, ce qu'ils ressentent, c'est de la culpabilité, des sentiments d'échec, de se sentir d'abord responsable de ce qui se passe et du rejet de l'enfant,
Au début, ils étaient seuls. Ils ne comprenaient pas comment un enfant qu'ils ont aimé, dont ils se sont occupés toute la vie. Évidemment, j'ai oublié de préciser que dans nos situations que je vous présente, ce sont des parents rejetés, non pas parce qu'ils étaient maltraitants, mais parce que la séparation, le divorce se passe très mal. Le sentiment de solitude, la conviction évidemment de ne pas être compris, et aussi le désespoir de n'avoir pas eu assez d'argent pour aller jusqu'au bout des procédures. Alors l'impact, ça ce sont des situations que nous avons chez les parents qui s'adressent à nous, des maladies psychosomatiques, des cancers, beaucoup de cancers, des états post-traumatiques, symptômes phobiques, la peur de l'abandon, difficulté à refaire des liens de couple, beaucoup de personnes qui sont seules, surtout des femmes, méfiance paranoïde, obsessionnelle, on évite d'ouvrir des lettres dans le souvenir des lettres de procédure, comportement à risque, tentative de suicide, on a eu une dizaine de tentatives de suicide, heureusement qui ont raté, angoisse, dépression chronique, souvent cachée derrière un grand sourire, et des difficultés de socialisation. Alors, l'impact de ces ruptures, évidemment, le plus gros impact, c'est sur l'enfant, c'est ce qui est le plus dramatique. Alors, dans les conséquences immédiates, c'est le sentiment de toute puissance, le refus de la loi, la haine et le mépris des autres, les enfants qui sont agressifs, violents, sur d'eux. Mais au fond d'eux-mêmes, c'est un sentiment de dévalorisation, de repli sur soi, de perte de confiance en soi, de confiance dans les adultes et bien sûr de perception biaisée de la réalité. Alors ici, c'est une photo d'un enfant dans un point rencontre. Il est resté silencieux pendant 2 heures et évidemment, les intervenants sociaux étaient dans l'absolue impossibilité de faire quoi que ce soit pour une éventuelle, même pas reprise de lien, mais de dialogue ou d'une seule parole échangée entre le père rejeté et ce petit garçon. Alors, à moyen terme, évidemment, l'impact aussi est très grand. À moyen terme, ce sont les adolescents que nous voyons dans nos collèges. Les troubles psychosomatiques, c'est ce que nous écrivent les adultes, les enfants rejetés, les enfants aliénés devenus adultes. Anorexie, boulimie, eczéma, scarification, insomnie, comportement addictif. Alors vous allez me dire, on n'a pas besoin d'avoir des parents qui se séparent pour devenir comme ça. Certes, mais la fréquence est tout de même assez élevée et c'est surtout ce que nous rapportent, ce dont parlent les jeunes adultes qui s'adressent à nous. Échec scolaire, ça c'est facile à voir, mais surinvestissement scolaire, c'est plus compliqué parce que le juge va dire « mais tout se passe bien, votre enfant est parfait ». Alors un bon juge va dire « cet enfant est trop parfait pour être bien ». Prise de risque, fugue. Nous avons le 116 000 qui est aussi un numéro européen. La moitié des enfants qui fuguent sont des enfants du divorce, des enfants dont les séparations parentales se passent mal. Sexualité précoce, généralement encouragée par le parent, je vais appeler délinquant, hein, le parent qui ne respecte pas les décisions du juge. Parce qu'on parle beaucoup de délinquants dans le pénal, et là, il y a tout pour recadrer les délinquants. Mais dans la justice familiale, hélas, les gens qui refusent de respecter les décisions du juge, il n'y a pas beaucoup d'outils pour les recadrer. Alors, la délinquance, ce sont des enfants qui peuvent devenir extrêmement cruels. Et également, nous avons 3 familles où les gosses se sont suicidés. Alors, à long terme, ce sont les jeunes adultes, enfin les jeunes et moins jeunes, puisqu'ils ont entre 30, 40, voire 50 ans. On a des témoignages de personnes qui viennent nous voir en disant, voilà, j'ai pas vu mon père depuis que j'ai l'âge de 15-16 ans. Bon, aujourd'hui, il est mort. Et, ben non. Il a fait sa vie, il n'avait plus besoin de moi.
et j'ai vécu sans lui, finalement, je ne sais même pas s'il m'a manqué. C'est terrible. Alors, dépression chronique, c'est peut-être vrai d'ailleurs. Dépression chronique, problème relationnel. Alors derrière, il y a tout de même, le père lui a pas manqué, mais si on gratte un peu, on voit qu'il a eu des problèmes relationnels, des problèmes de couple, qu'il n'y a pas eu d'enfants, que ces enfants-là ne veulent pas avoir d'enfants, qu'ils ont eu, ou s'ils en ont, ils ont eu des difficultés parentales, pareil. Conduite à risque, troubles psychiques, psychosomatique, tendance antisociale, on n'a pas tellement envie d'être avec les autres, on se méfie des autres, risque accru de suicide. Alors bon, c'était un peu pesant et maintenant, essayons de voir s'il y a des trains qui arrivent un petit peu en retard, mais où on arrive à rattraper le retard et à voir quelque chose de positif et de voir qu'est-ce qui marche pour pouvoir garder le lien malgré les difficultés. Alors les parents qui ont gardé le lien, d'abord ils ont cherché de l'information. Ils ont eu un soutien auprès de leur entourage. Ils ont choisi un avocat compétent. Et ça, c'est la clé. J'ai réussi à garder le lien avec mes enfants grâce à mon avocat qui a fait des procédures très rapides et aussi grâce au juge qui a écouté, qui a été très strict, qui a rappelé la loi de façon intransigeante aux deux parents et qui n'a pas lâché l'affaire. Alors ils ont eu de la chance, ils ont eu des travailleurs sociaux formés, sans idéologie. Eux, ils ont maintenu le lien avec l'enfant à tout prix. Ils ont écrit des lettres, même s'il n'y avait pas de réponse. Ils ont laissé des cadeaux, même s'ils savaient que les cadeaux ont été rejetés. Et surtout, malheureusement, ces parents-là, il faut le dire, ont eu suffisamment de moyens financiers pour tenir longtemps, pour tenir toutes les années nécessaires pour retrouver le lien. Alors, nous avons les troisièmes cas de figure, ce sont les trains qui déraillent. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un train qui déraille? Est-ce qu'on peut le remettre sur les rails? Est-ce qu'on peut quelque part le réhabiliter ou non? Alors la question est simple, est-ce qu'on peut retrouver le lien après une rupture, après 10, 20, 30 ans, après longtemps? Alors déjà, c'est difficile de répondre parce que chaque situation est unique. Alors déjà, je peux vous dire une chose de la part de tous les parents qui se sont adressés à nous, cette reprise du lien, elle est indépendante du système judiciaire. Elle se fera après, bien après. Il a fallu que le parent reste debout, que le parent reste avec ses compétences parentales, avec beaucoup de force. Alors, beaucoup de force parce qu'il a dû, pendant tous ces temps-là, maintenir le lien à tout prix. Et surtout, ce lien est fragile. Donc, quand l'enfant revient, ce n'est pas un film américain Hollywood. Alors, pas du tout. Oh, tu m'as manqué, maman ou papa, c'est formidable. On va passer le restant de la vie ensemble. Ça, c'est un fairy tale. Ça n'existe pratiquement pas. Le lien est fragile, il est instable. Il faut préparer les parents à prendre chaque jour ce que le destin nous donne. Parce que le plus souvent, ce lien est cassé pour toujours et le parent va devoir apprendre à vivre sans son enfant. Alors, on va essayer en résumé. Vous êtes des professionnels pour résumer. Donc, j'ai essayé de regrouper les différents parents en reprenant cette métaphore du train. Dans la colonne 1, alors suivez la courbe qui descend, qui montre un petit peu le nombre de familles. Dans la première colonne, nous avons, écoutez, ceux que vous ne voyez jamais. Ce sont les parents qui se débrouillent tout seuls, qui n'ont pas besoin de professionnels, qui n'ont pas besoin de la justice pour trouver un accord sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Ils ont trouvé eux-mêmes un accord mutuel. Ce sont les trains qui arrivent à l'heure et heureusement, c'est la grande majorité. Alors, dans la colonne numéro 2,
Nous avons les trains qui ont un petit peu de retard, mais qui arrivent à rattraper le retard. Ce sont les parents qui ont un petit peu de difficulté à s'entendre tous les deux et qui ont besoin d'un tiers, que ce soit la médiation ou un tiers de leur entourage qui les aide à trouver un terrain d'entente pour continuer à être parents de leurs enfants. Déjà, nous avons un petit peu moins de personnes, mais voilà, la situation est avec un petit peu de temps sous contrôle. Alors, la colonne numéro 3, la courbe diminue. Ce sont les trains qui ont beaucoup de retard, qui arrivent à rattraper le retard, mais qui vont arriver tout de même à un petit peu de retard. C'est déjà des conflits où, on va dire, on a besoin d'une réponse plus musclée pour remettre les choses en ordre, une réponse pénale. Un juge des enfants ou un juge des affaires familiales qui dit, le juge des enfants qui dit, OK, où vous trouvez une solution où l'enfant est placé. Alors pour certains parents, ça va marcher. Donc, regardez les colonnes en marron. Alors jusqu'ici, les 1, 2, 3, finalement, tout va bien ou tout finit bien. Le judiciaire peut apporter une solution opérante dans l'intérêt, évidemment, de l'enfant. Mais nous avons les trains qui déraillent, et là, c'est la colonne numéro 4. Ce sont les situations d'aliénation parentale où, le parent ne va pas respecter les décisions judiciaires. Il n'y a rien, ni personne, ni même la prison, qui puisse lui faire changer d'idée. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il a décidé de faire, il a décidé d'éliminer l'autre parent de la vie de l'enfant. L'enfant est en rupture de lien extrêmement forte, non seulement avec son parent, mais avec toute la famille de ce parent rejeté. Et à ce sujet, je voudrais aussi rappeler que dans nos situations, nous avons des grands-parents pour qui la vie est extrêmement douloureuse, parce que c'est une double souffrance. Non seulement ils souffrent pour leurs enfants qui sont en rupture de lien avec les mineurs, mais également leur temps est compté. En plus, en France, bien sûr, les grands-parents ont le droit de saisir le tribunal, mais c'est eux qui vont payer les procédures, c'est eux qui vont payer les points rencontres, c'est eux qui vont payer la médiation familiale, et c'est eux qui vont avoir l'humiliation des visites des travailleurs sociaux aux grands-pères et aux grands-mères en disant « vous devez nous prouver que vous avez toujours gardé le lien avec ces petits-enfants ». Et bien sûr, il faut avoir la santé, il faut avoir les moyens financiers d'aller jusqu'au bout de ces procédures. Alors, je ne voudrais pas oublier la colonne numéro 5. Et je voudrais que vous n'oubliez jamais. C'est là où le parent, je suis désolée, mais j'ai été amenée à voir un père en prison qui avait tué son enfant, et pour punir la mère. Donc, ce sont des situations où le parent non seulement refuse les décisions judiciaires, mais en plus qui a un désir de haine, qui a un désir de vengeance, et un potentiel, une capacité de haine tellement forte qu'il préfère tuer ses enfants. Alors on dit ça, oui, il tue ses enfants pour punir son époux ou son épouse et pour que l'autre ressente en fait le mal-être et la douleur que lui ressent en ne voyant pas son enfant tous les jours. Ou alors il me dit, tu me quittes, tu verras, tu ne verras plus jamais tes enfants, mais au sens littéral du terme. Ça, c'est même pas les trains qui déraillent, c'est les trains qui explosent. Alors, une chose, nous avons parlé de parents, nous avons parlé d'émotions, mais nous pouvons aussi parler de la société, du coût immense que ces situations entraînent pour toute la société. Parce que non seulement la haine est destructrice au niveau des familles, des individus, mais également au niveau du groupe social. Elle est aussi extrêmement contagieuse.
Alors, j'espère qu'en période, j'espère post-Covid, cet aspect de contagion vous sera extrêmement sensible. Parce que le parent qui va être rejeté, il va s'adresser, il va devenir, fou de douleur, il va s'adresser à tous les intervenants possibles pour essayer de garder le lien avec son enfant. Alors, j'ai listé les intervenants, vous aurez mon PowerPoint si vous le souhaitez, ce sera plus rapide. Il va écrire même au président de la République, aux ministres, aux députés, aux sénateurs. Et tous les espaces de la société seront contaminés. Alors, non pas par le conflit, parce que ce conflit n'est pas symétrique. Ce sont rarement deux parents qui sont au même niveau de conflit l'un avec l'autre. Ça existe bien sûr, mais dans nos situations, je dis bien, je rapporte les situations que nous avons à Galpa, c'est un parent qui va éliminer l'autre parent et ce parent rejeté qui va s'adresser au monde entier pour essayer de retrouver son enfant. Alors imaginez, si on vous vole votre bicyclette, vous téléphonez à votre assureur, vous allez en police et à l'assureur, mais si on vous vole votre enfant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez beaucoup moins de recours que pour votre bicyclette. Alors en conclusion, la rupture de lien, puisque ce colloque est sur la rupture de lien, alors c'est une immense souffrance, je pense que vous en êtes convaincus, mais qui est aussi un coût énorme pour les familles, les individus, la famille et la société, avec des situations où la réponse judiciaire est inopérante et où la prévention est indispensable. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, c'était vraiment percutant et il y a encore beaucoup de travail, surtout en France, et il n'y a pas de juge français, là c'est dommage. Et pas d'avocat français en plus. C'est rien, ils pourront le regarder après. Ursula, welcome to Belgium. Bienvenue en Belgique, Ursula. Ursula qui nous vient de Fribourg, ou de Freiburg, donc le sud de l'Allemagne. Elle connaît la Belgique. Et nous nous sommes rencontrés pour la première fois en 2012 à Dinan, lorsqu'elle est d'ailleurs venue à Dinan pour donner une formation. Nous nous sommes revus depuis à plusieurs reprises dans diverses conférences à Dinan. Elle est psychologue, médiatrice internationale d'ailleurs, coach également, donc quelqu'un qui clairement possède beaucoup de qualités. Elle est experte auprès des tribunaux en évaluation des conflits considérés comme graves. Et elle va donc aujourd'hui nous parler de la prévention. On va lui donner juste un peu de temps pour qu'elle puisse aller chercher ses lunettes. Et je crois qu'en 1999, vous avez réalisé, Ursula, la première étude empirique portant sur la situation psychologique des parents n'ayant pas la garde de leurs enfants. Je crois qu'elle a aussi été psychologue auprès du juge Rodolphe et que pendant 20 ans, elle a voyagé un peu partout en Europe, mais même également au-delà de l'Europe, aux États-Unis notamment, pour, entre guillemets, prêcher la bonne parole, qui est la sienne. Merci à elle, parce que j'ai eu la chance d'écouter une de ses conférences il y a quelques années, à Namur. Et c'est grâce à cette conférence que nous avons en fait adapté le système que nous utilisons à Dinan. Donc, merci beaucoup. Je vous cède le micro, Ursula. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là. Très surprise aussi, mais positivement surprise de voir la manière dont vous avez pu organiser ceci, dans le respect plein et entier de toutes les conditions sanitaires. Merci pour ce travail incroyable. Et merci aussi pour justement avoir parlé de notre relation de travail passée. Alors, je ne suis pas très bonne
avec la technique. Et pourquoi parler anglais d'ailleurs? Je ne sais pas trop pourquoi je parle anglais, mais bon. Mon ordinateur a décidé de ne plus fonctionner au moment exact où j'ai commencé à préparer un PowerPoint pour cette conférence. Donc, sans ordinateur, évidemment, je me suis dit, voilà, trouvons une autre solution. Donc, ce sera, je dirais, un discours sans base visuelle. Et je vais donc essayer effectivement de vous montrer comment nous essayons également, chez nous, de travailler dans le meilleur intérêt des parents. Je fais ce travail, comme Marie-France l'a dit, depuis 1994. Et je peux vous dire que, encore aujourd'hui, j'ai du mal parfois à croire ce que je vois et à croire que certaines choses dont je suis témoin soient possibles. Et c'est pour cette raison que je voudrais que l'on revienne aujourd'hui aux parents. Je vais, si vous me le permettez, maintenant m'exprimer en allemand. Je crois que nous avons une interprétation également depuis l'allemand. Je voulais donc revenir d'abord sur le titre de ma présentation. Je n'ai pas trouvé en fait d'équivalent allemand pour le mot commitment anglais. Mais je crois que justement le mot commitment, engagement en français, a tout son sens parce que avoir un enfant, devenir parent, c'est justement l'expression parfaite et miraculeuse quasiment d'un engagement entre deux personnes. Lorsque les parents comprennent ce qui est en train de leur arriver, ils se rendent compte alors qu'ils sont face au cadeau le plus ultime qu'un homme et une femme ou que deux personnes puissent se faire l'un à l'autre. Je crois que vous en conviendrez, un cadeau comme celui-là est exceptionnel, un cadeau comme celui-là génère ou doit générer une gratitude. Et je crois que c'est ce point de départ-là, à partir duquel je voudrais donc dérouler, si vous le voulez, ma réflexion. Je crois qu'à ce moment-là, face à cette perception de ce miracle et face à la gratitude que l'on reçoit ou que l'on ressent par rapport à ce miracle, eh bien, on démarre quelque chose. Je n'ai jamais trouvé donc d'équivalent allemand pour le mot commitment, parce qu'en anglais, ce mot intègre une dimension de promesse, une dimension de don, une dimension d'engagement commun, d'un voyage commun que l'on entreprend. Ce mot en anglais fait référence aussi à la nécessité de répondre aux besoins de l'enfant, d'abord à les comprendre, à les détecter, à les percevoir, pour pouvoir ensuite y répondre. Alors, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui date d'une autre époque, mais cet engagement, ce commitment, quand il est censé durer toute la vie, et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui évolue aujourd'hui, a un sens particulier. Cet engagement, l'engagement entre deux personnes peut éventuellement se rompre, et c'est assez souvent le cas, mais l'engagement entre des parents et leur enfant, lui, dure à tout jamais. Je suis parent et je m'engage à tout jamais, et je sais que le fait de devenir parent va me changer moi et va changer ma vie. Imaginez en effet cet enfant, ce nouveau-né, ce sentiment de bonheur que tout le monde reçoit au moment de la naissance, ou perçoit, ou ressent plutôt, eh bien, ce sentiment également énorme de bienvenue que l'on veut donner à l'enfant, c'est de cela dont on parle ici, en fait. Comment peut-on faire maintenant pour que la société fasse perdurer, entre guillemets, cet ensemble de sentiments? Comment peut-on, ici, aujourd'hui, réfléchir à la manière dont la société peut faire perdurer ce genre de sentiments? Nous sommes tous
je crois, face à cette nécessité aujourd'hui de réfléchir à un nouveau consensus social sur ce que signifie le fait d'être parent. Alors ça peut être évident, et ça peut apparaître comme simple que d'être parent. Je ne crois pas que ce le soit, et je crois qu'il faut davantage réfléchir à ce que cela signifie, réfléchir à la performance que signifie le fait d'être père ou mère. Je crois que trop souvent, la famille a été dévaluée, entre guillemets. Je me souviens des années 80, où quand on disait à une femme « Quel est votre travail ?», elle disait « Je ne suis qu'une femme au foyer, je ne suis que mère ». Et cette vision assez négative et assez pauvre, finalement, de ce qu'est la femme au foyer et la mère, qui a commencé pendant les années 80, voire 90, continue à exister aujourd'hui, même si, heureusement, des choses évoluent dans le bon sens et l'on va davantage vers une possibilité de combiner ces deux rôles et une carrière professionnelle. Et on oublie trop souvent que celles qui sont mères au foyer, parfois n'ont pas le choix. Si vous êtes dans un environnement familial où voilà, le père travaille et que vous êtes confronté à des factures énormes et un coût de la vie de plus en plus élevé, vous êtes parfois forcé, ce qui est encore parfois mal perçu en Allemagne, d'aller travailler en tant que mère. Vous entendez ce que nous disent l'économie, les politiques. On nous dit que tout est en place aujourd'hui pour que tout le monde puisse, entre guillemets, tout faire facilement. Ce n'est pas forcément le cas. Les parents doivent être, encore aujourd'hui, extrêmement souples dans leur fonctionnement. Qu'est-ce que ça signifie ? Être prêt parfois à faire 300 km pour aller ailleurs dans une autre ville, trouver un autre emploi. Si vous voulez une place en crèche, et si vous estimez que c'est un droit pour vous, parce que vous avez un enfant, eh bien sachez que ce sera loin d'être simple et qu'il y aura toute une série d'impacts qui vont être associés au fait de vouloir trouver une crèche. Les employeurs demandent souvent un retour aussi rapide que possible à l'emploi après la naissance. Ce genre de situation est de plus en plus courante. Des enfants sont de plus en plus vite placés en crèche. On va, en Allemagne, je crains revenir à ce qu'on appelait le modèle des 6 semaines, qui existait il y a encore très très longtemps, mais qui est en train de revenir. Les parents, eux, sont très fiers d'avoir eu un enfant, mais souvent démarrent, entre guillemets, leur vie de parents sans avoir vraiment conscience de ce qui les attend. Cet engagement dont je parlais, oui, c'est un engagement qui va durer toute la vie. C'est un engagement qui va aussi avoir un impact sur leur engagement de couple. Et c'est quelque chose qu'il faut dire, je crois. Les pères et les mères sont et doivent rester des partenaires à, entre guillemets, égalité de valeur, égalité de rôle. Lorsque vous parlez aux enfants, vous vous rendez compte très souvent que c'est ce que voient les enfants. Ils voient des parents à égalité. Et pour réussir ce rôle de parent, eh bien, ou lorsque l'on réussit, entre guillemets, à être parent, cela vous donne un sentiment de satisfaction, cela vous donne une vraie force. Cela donne également un sentiment de satisfaction et une force aux enfants. Et un poète a dit un jour, un enfant qui vous aime vous donne de la force pour toute la vie. Alors, je reviens peut-être plus spécifiquement au but de ce symposium aujourd'hui. Nous sommes là, nous sommes réunis ici, nous avons voulu être ensemble ici, entre professionnels qui ont des compétences, des connaissances, issus les uns et les autres des différentes disciplines. Et le but, c'est d'essayer ensemble de concrétiser toutes ces compétences ensemble dans la réalité, entre guillemets. Nous ne voulions pas ici, aujourd'hui, vous faire une présentation qui consisterait à une succession de
papier, d'articles académiques où vous auriez la version mise à jour numéro 67 d'un document publié 66 fois auparavant. Non, nous voulions, et c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, remettre au centre de notre réflexion la nature de l'enfant, la nature des parents. Beaucoup de choses ont changé, je l'ai dit, mais ce qui ne changera jamais, je crois, ce sont les besoins des enfants. Les besoins des enfants sont les mêmes, ont toujours été ce qu'ils sont aujourd'hui, sont universels. Les enfants modernes, entre guillemets, malgré, entre guillemets, le fait qu'ils vivent dans cet environnement moderne, ont les mêmes besoins que les enfants du passé. Et je pense que ce qui nous réunit ici, c'est cette volonté de pouvoir réfléchir ensemble à ce que nous pouvons faire pour, dans nos communautés, dans nos structures de travail, tenir compte de cette réalité et de ces besoins des enfants. Nous sommes tous impliqués dans des territoires différents, avec des spécificités territoriales, géographiques, climatiques différentes. Quel que soit le pays dans lequel vous vivez, ces conditions ont eu un impact sur la manière dont nous vivons ou d'autres vivent. Chacun a sa culture, chacun a son système politique, économique, de gouvernance. Et donc, il y a cette énorme diversité. Je vais essayer de rester ici dans un environnement que j'appellerais un environnement occidental, entre guillemets, avec des conditions relativement communes que nous connaissons tous, dans ce qu'on pourrait appeler le monde industrialisé occidental. Dans ce monde-là, et même dans ce monde-là, justement, le rôle des hommes et des femmes évolue. Tout le monde commence sa vie en étant un enfant, qui devient un adulte, qui se marie éventuellement, qui crée une famille, qui divorce éventuellement, ou qui devient une famille monoparentale. Vous êtes souvent impliqué donc dans un groupe, dans une famille, qui est votre famille élargie. L'engagement entre membres d'un couple peut parfois s'évaporer, mais l'engagement envers l'enfant, qui est né de l'union de ces deux personnes, ne peut pas disparaître. Parce que, je l'ai dit, les besoins de l'enfant restent les mêmes, ne disparaissent pas, ne changent pas. Et donc, ces besoins qui perdurent déclenchent, à mon avis, une nécessité donc de maintenir actif cet engagement en tant que parent. Et je pense que lorsqu'on rompt ce continuum, eh bien, on brise, entre guillemets, l'histoire d'une vie. On brise ce qu'est d'une certaine manière votre CV de personne humaine. Et je pense que ce sont des choses dont on doit tenir compte, et on doit aussi penser à toutes ces choses-là dans un environnement, entre guillemets, intergénérationnel, avec ce qui se passe à un moment donné, qui a un impact non seulement pendant, entre guillemets, le moment donné, mais aussi au-delà et pour les générations à venir. Et toutes ces relations familiales, les liens qui peuvent exister ou pas, sont fondamentaux et sont ce qui permet à un enfant d'avoir des ressources, de se développer personnellement et de pouvoir justement réagir et faire face à des moments de sa vie où il fera face ou elle fera face à des difficultés. Et c'est lorsque l'on a cette base, entre guillemets, que l'on peut plus facilement gérer, je dirais, des situations complexes et différentes. Et oui, on entendra des gens qui diront grand-mère est un peu gaga et papy souffre d'Alzheimer. Voilà, ce sont des choses qui font partie de la vie, ce sont des choses qu'on apprend dans un environnement familial, pas à l'école. Ce sont des connaissances que nous accumulons tous et les enfants apprennent tout cela en plus de ce qu'ils apprennent à l'école. Je crois qu'ils apprennent de cette diversité familiale, ils apprennent aussi de cette diversité des professeurs et des enseignants auxquels ils sont confrontés. Et puis, peut arriver la séparation qui implique que vous ne soyez plus justement en contact
avec vos parents en tant qu'enfants, ou vos parents, les parents ne sont plus en contact entre eux ou avec leurs enfants, et là où tout était parfait, soudainement, plus rien ne va. Vous êtes, quand on est dans une situation de séparation, séparé en tant qu'enfant, non seulement souvent de vos parents, mais aussi du reste de votre famille étendue, de vos grands-parents, par exemple. Tout cela a un impact sur un enfant et sur tout individu d'ailleurs. Et je considère qu'il s'agit même là quasiment d'une violation des droits humains. Nous avons une législation internationale, des textes très intelligemment conçus qui font référence à toute une série de ces réalités, mais qui malheureusement ne disent pas assez qu'il ne faut jamais que les parents, même lorsqu'ils se séparent, ne deviennent des ennemis et ne jamais autoriser d'autres à l'extérieur du cercle familial, ne jamais les autoriser à mettre en place cette sorte de relation de haine. J'ai eu au cours de toutes ces années beaucoup de contacts avec des enfants, y compris des enfants victimes d'abus. Quand vous leur demandez ce qui s'est passé, ils diront « Papa a frappé maman ou a blessé maman ». Ou maman a frappé ou blessé Anna, ma petite sœur, par exemple. Ce genre de choses est extrêmement effrayant quand vous entendez cela. Ou maman nous bat, nous frappe, et il faut qu'elle s'arrête, qu'elle arrête de nous battre. Et il faut absolument, dans toutes nos interventions, penser d'abord à ce genre de message-là, et dans toutes nos interventions, essayer de ne pas nous contenter de recommandations, entre guillemets, logiques, mais bien mettre un terme à ces comportements de violence. Certains de ces parents, vous les envoyez ensuite à, entre guillemets, des sessions d'aide psychologique. Ils y vont 2 fois, ils reçoivent le certificat qui confirme qu'ils ont assisté à toutes les séances. Voilà. Il faut que nous fassions ce qui doit être fait pour réellement limiter la violence. Et la violence, attention, elle est souvent extrêmement, malheureusement, bien distribuée, à 50-50, je dirais. C'est aussi souvent une violence, oui, des hommes envers les femmes, mais aussi inversement. La violence envers les enfants vient souvent d'ailleurs de la mère, plus que du père. Mais voilà, je voulais en tout cas dire cela. Ce que nous faisons n'est souvent pas suffisant pour garantir les liens familiaux, ou en tout cas pour essayer de préserver les enfants. Et je crois que ce qu'il faut pour réussir, c'est aussi être capable de clairement expliquer quelles sont nos attentes envers les parents. Il faut aussi que les décisions de justice soient mises en œuvre rapidement. Cela implique une collaboration entre tous les experts du psychosocial, les experts du droit. Une personne seule n'arrive à rien. Et il est impossible d'arriver aux objectifs qui sont les nôtres seuls, parce que nous faisons face à quoi, finalement, à une situation de conflit. Et pour résoudre un conflit, il faut faire intervenir un juge, oui, qui sera un expert du droit. Il nous faut des gens qui interpréteront, entre guillemets, ce que veulent dire les juges avec leur jargon et ce que diront les psychologues avec leur propre jargon. Et parfois, c'est vrai qu'on ne se comprend pas forcément très bien entre experts de nos propres jargons. Il faut aussi percevoir ces différences-là. Il y a parfois des mots qui sont utilisés qui n'ont pas du tout le même sens dans un environnement ou avec une perspective juridique et une perspective de psychologue. Lorsque nous sommes donc face à une décision, est-ce que cette décision va être la bonne? Alors quand je parle de décision, je parle de décision de justice, mais aussi de décisions personnelles. La relation et les mondes dans lesquels vivent les adultes et les enfants sont très très différents, même s'ils ont l'air
d'être très similaires. Et je pense qu'il faut ne pas oublier cela, ne pas oublier cette nécessité souvent pour les enfants d'être proches de leurs parents, d'avoir ce sentiment de sécurité, d'avoir ce sentiment d'appartenance. Et ce sont ces sentiments-là de sécurité, d'appartenance, qui sont, entre guillemets, pour moi, les conditions préalables à toute exploration du monde par un enfant, une exploration curieuse. Donc il faut ce sentiment de sécurité et cette possibilité, entre guillemets, d'explorer le monde qui les entoure. Alors, je dirais qu'on ne peut pas non plus activer tout cela en parallèle, en même temps, simultanément. Non, on peut activer tout cela de manière, entre guillemets, séquentielle. Envoyer un enfant au jardin d'enfants, vous verrez qu'en lui disant « vas-y, explore » et je suis là, tu es en sécurité. Non, la première chose qu'ils feront, c'est d'abord regarder en arrière si papa et maman sont bien là, sur le banc, pour se sécuriser ou se sentir, entre guillemets, moins seul. Lorsque l'enfant parvient à établir un contact visuel avec sa maman, la partie est en partie gagnée, oui, mais on a parfois à ce moment-là des enfants qui courent vers leur mère et se disent « non, je n'ose pas, je reste près de toi ». Vous le rassurez, pardon. Et oui, ça peut marcher. Et lorsque ce sentiment de sécurité est là, alors oui, l'enfant peut passer à la phase exploratoire. Mais les enfants ont besoin des deux. Non pas uniquement de ce sentiment de sécurité, sans possibilité d'explorer le monde, ni cette possibilité d'explorer le monde s'il n'y a pas en parallèle cette possibilité de se sentir en sécurité pour le faire. Et lorsqu'on réfléchit à tout cela, je crois qu'aujourd'hui, quand on parle notamment d'éducation et quand on parle de socialisation, c'est de cela dont je parle quand je parle de ce jardin d'enfants, les enfants, entre guillemets, ont leur propre programme, entre guillemets, interne, de croissance, de développement. Chaque enfant a son propre rythme et perçoit, entre guillemets, le temps différemment. Les besoins de l'enfant et la ligne du temps, entre guillemets, de l'enfant ne sont pas les mêmes que le rythme de l'adulte. Et très souvent, et on l'entend souvent, les choses aujourd'hui vont de plus en plus vite. Tout le monde vous le dit. Tout le monde dit qu'il faut être plus rapide, plus efficace, plus efficient. L'école aussi est confrontée à tout cela. Là où on laissait l'enfant, entre guillemets, s'amuser pendant les premières années de sa scolarité, eh bien, on voit aujourd'hui ce besoin de performance. Cette volonté, à de nombreux niveaux, de voir l'enfant déjà apprendre, beaucoup, vite, le plus vite possible, pour ne pas rater sa vie, pour ne pas être dans l'échec, pour ne pas, parce que c'est ce que les gens estiment, se retrouver marginalisés face à tous ceux qui, eux, réussissent. Et ce sentiment-là, qui finalement, ni plus ni moins qu'un sentiment de peur, est de plus en plus généralisé. Et malheureusement, alors, petite digression, moi je parle souvent de la peur avec les personnes que je rencontre, et je crois que c'est quelque chose qui malheureusement est encore très présent, oui, mais j'ajouterai à la peur une autre réalité aujourd'hui qui est celui de la consommation. Je me souviens de mon enfance. Moi j'étais à l'époque où j'étais enfant, il y avait une publicité qui disait « Le savon qui vous rend heureux ». C'était le slogan de ce savon. Et donc, je me souviens encore de cela. Je me disais, je peux acheter un savon et ce savon va me rendre heureux. Et ce genre de manière dont on vous pousse à consommer certaines choses parce qu'elles vont soi-disant vous rendre heureux est de plus en plus réel aujourd'hui et de plus en plus grotesque aussi. Je pense qu'il faut réfléchir à cette question-là. Je travaille souvent, évidemment, avec des parents, et souvent avec le parent, eh bien, on peut
et on doit revenir sur toutes ces questions-là. Beaucoup de parents me disent « Ah, si je n'avais pas fait ci, si je n'avais pas fait cela. Si je n'avais pas contacté tel ou tel avocat, nous serions encore ensemble avec mon mari ou avec mon épouse. » Les gens sont pleins de regrets aujourd'hui. Moi, à l'époque où j'étais enfant, oui, j'avais 5 ans et j'ai dit à mes parents « Le monde, à 5 ans, hein, le monde ne peut être un bon endroit que si les grands traitent les petits bien. » C'est-à-dire, quelque chose qui évidemment est surprenant pour des parents. Mes parents d'ailleurs l'ont pris avec un certain amusement, cette remarque, mais je crois que c'était peut-être une parole d'enfant qui a encore tout son sens aujourd'hui. Passons peut-être à un autre aspect. Les connaissances actuelles et la science montrent que ce sont les expériences des premières années de la vie qui ont un impact énorme et qui déterminent ce que sera votre vie d'adulte. C'est pendant l'enfance que l'enfant, justement, développe l'adulte qu'il sera. Les connexions se font, les synapses se mettent en place, les capacités à apprendre naissent, toutes vos compétences, vos capacités sont déterminées finalement pendant la petite enfance, entre l'âge de 3 et de 6 ans. Évidemment, ensuite, vous pouvez, en tant que parent, éduquer vos enfants. C'est le but, après tout. Mais les problèmes éducatifs et les difficultés éducatives que connaissent certains parents viennent souvent, justement, d'eux-mêmes, de cette incapacité que les parents peuvent avoir à tout simplement aimer leurs enfants, à en prendre soin, à s'attacher à répondre à leurs besoins. Beaucoup de parents sont dans l'incapacité de mettre en place le micro apparemment a cessé de fonctionner. Alors, toutes nos excuses, mais plus de micro. Celui-ci fonctionne? Oui, oui, celui-là fonctionne. Merci Olivier. Où en étais-je? Protéger les enfants. Il faut protéger les enfants. Bon. Protéger, c'est-à-dire mettre en place un environnement qui soit libre de stress pour eux et libre de conflits. Parce que c'est en faisant cela que vous allez mettre en place la base sur laquelle va se développer l'enfant au niveau psychologique. Et cela aura un impact sur l'ensemble de sa vie et sur la qualité de vie de cet enfant pendant toute sa vie. Donc, depuis la naissance, les enfants ont besoin de sécurité, ont besoin de relations de sécurité avec une mère, entre guillemets, nourricière et un père protecteur. Et là, je sais que je parle d'une famille, entre guillemets, d'un modèle familial assez classique, hein, vous m'en excuserez. Mais j'admets, entre guillemets, que je suis un peu là dans un système old school. Mais bon, voilà, vous m'en excuserez. Donc cette mère nourricière, ce père protecteur, c'est le point de départ. À partir de la 2e ou la 3e année, l'enfant s'attache à 2 ou 3 autres, peut s'attacher à 2 ou 3 autres figures, notamment ses éducateurs, des camarades de jeu. Et si vous introduisez dans l'environnement de l'enfant trop d'étrangers, entre guillemets, ou trop rapidement des étrangers, vous mettez l'accent sur, entre guillemets, la quantité, oui, mais pas sur la qualité de la relation qu'il aura. Je crois que les enfants n'ont pas besoin d'être entourés de tas de gens qui ne font que voilà, les regarder passivement sans leur apporter quoi que ce soit. Je crois qu'il faut que les parents et les enfants puissent être ensemble sans
un nombre excessif d'interventions extérieures. Les enfants ont besoin de pouvoir passer du temps, un temps de qualité avec leurs parents. Voilà, ce système où l'on dit oui, il est 5 heures, il faut que je parte vite parce que je dois pouvoir voir mon enfant avant qu'il n'aille au lit, ça ne marche pas. Mais bon, je suis conscient du temps, le temps passe très vite, je vais accélérer un peu. Les enfants ont donc besoin de temps, justement, ont besoin de temps non perturbé avec leurs parents, ensemble et l'un pour l'autre. Et je crois que c'est vrai de manière générale, quelle que soit la société dans laquelle on vit, et à tous les niveaux de la société, nous avons tous besoin de temps et de pouvoir passer du temps avec nos enfants quand nous en avons, ou ensemble quand nous n'en avons pas. Et c'est cela finalement qu'être un parent. Nous avons aujourd'hui, dans ce monde occidental dans lequel je me situe, une difficulté réelle à avoir le temps dont on a besoin, parce que la société aujourd'hui s'oriente, j'ai dit, vers le profit et pas forcément vers des activités qui prennent du temps et qui ne rapportent pas. Et donc je pense qu'il faut être capable parfois de résister à ce genre de pression. Les enfants ont besoin de temps, les enfants ont besoin de temps avec des parents qui soient, entre guillemets, relax, et pas des parents qui vivent en fonction de l'horaire, en fonction du réveil qui sonne, en fonction de la nécessité de vite avaler son petit déjeuner ou s'habiller pour vite être dans la voiture et pas en retard au boulot. Donc aujourd'hui, malheureusement, je crois que nous sommes en train d'éduquer une génération, non pas d'enfants là, mais d'adolescents, qui, c'est ma perception des choses, n'ont jamais été dans cette situation. C'est-à-dire, n'ont jamais été aussi, entre guillemets, en manque d'indépendance. Je dirais que les jeunes d'aujourd'hui sont les moins indépendants, contrairement à ce qu'on peut croire, sont les moins indépendants qu'on ait pu connaître. Je me souviens spécifiquement d'une famille, d'un père, dans lequel, pour envoyer l'enfant, entre guillemets, du père à la mère, qui étaient séparés, l'idée était de le mettre sur le train, c'est-à-dire que le père amenait l'enfant, le mettait sur le train et la mère le récupérait au retour, à l'arrivée. J'ai proposé cela en pensant aussi que cela permettrait à l'enfant d'avoir un peu de temps seul, hors d'un environnement tendu. On m'a critiqué, on m'a dit « mais vous mettez cet enfant en danger, mettre un enfant seul sur un train, c'est absolument inimaginable ». Alors, voilà ce que je voulais dire quand je parlais de ce manque d'indépendance aujourd'hui que montre ou dont souffrent beaucoup de jeunes aujourd'hui. On entend souvent beaucoup en français cette expression de l'enfant roi. Un enfant qui dit « je ne veux plus revoir mes parents, jamais ». Voilà. Le juge dira, parfois, trop souvent, « ok ». La parole de l'enfant roi est considérée comme valable parce que cet enfant est considéré trop vite comme un pseudo-adulte. Mais je dis bien pseudo-adulte et non pas un vrai adulte. Et même lorsqu'ils deviennent adultes, ces enfants ressentent très profondément, au fond d'eux-mêmes, un besoin d'être en contact avec leurs parents, même si c'est un sentiment qui est ignoré ou qui est imperceptible pour eux-mêmes. Et c'est ce profond sentiment de devoir, après une séparation, lorsque l'on est adulte, reprendre le contact avec les parents est parfois voilà, imperceptible. Je sais que je suis trop longue, j'entends bien et je vois qu'il faut que j'accélère. Alors les mesures prophylactiques ou comment anticiper les problèmes. Alors, première mesure, à mon avis,
Tous les enfants doivent aller à l'école. Tous les enfants doivent apprendre certaines choses à l'école. D'accord ? Aujourd'hui, c'est vrai que trop souvent, on pense que Internet vous apprend plus de choses que l'école. Moi, je crois qu'il faut absolument que l'école redevienne, entre guillemets, un espace qui puisse mettre en avant les choses les plus importantes dans la vie humaine. Les choses, évidemment, que les enfants doivent comprendre comme étant importantes pour eux et doivent percevoir comme ayant du sens et une pertinence pour eux. Et apprendre des connaissances, oui, mais aussi apprendre à gérer des relations, apprendre à gérer des situations parfois de crise, de conflit, de changement. L'école peut contribuer à cela. La famille aussi, évidemment. Comment gérer le fait que quelqu'un meurt parmi ses proches. Il y a toute une série de choses dont les enfants ont besoin. Les enfants doivent être conscients de leur droit à apprendre ces choses-là et ne doivent pas être laissés, entre guillemets, dans le noir. Les enfants doivent avoir également la possibilité d'acquérir des connaissances quant aux différences culturelles. Les enfants savent ce qu'est la colère, la peur, la douleur, mais il faut aussi leur expliquer la manière dont ces sentiments peuvent être produits et la manière dont on peut les gérer correctement. Il faut aussi qu'ils apprennent les stratégies qui permettront de résoudre les problèmes et les conflits. Je crois que c'est cela qui est peut-être le plus efficace pour faire face et gérer en amont les brimades, le bullying à l'école, la violence et toutes les formes de discrimination. Et le fait de savoir qu'il est normal parfois que des événements familiaux douloureux aient lieu est quelque chose qui doit être perçu par les enfants. Les enfants doivent savoir que chaque enfant n'est pas le seul à vivre certaines choses. Et je pense que l'école est justement le terrain idéal. C'est à l'école que l'on peut apprendre ce genre de choses et percevoir ce genre de réalité. Je sais qu'il y a évidemment des modèles fantastiques d'éducation qui existent ci et là, mais ces écoles-là sont souvent des écoles un peu particulières, qui sont plus proches de la nature ou qui ont une approche assez particulière et spécifique, et qui mettent l'accent sur certaines compétences, sur le jardinage, sur la cuisine par exemple. Bon, toutes ces choses-là peuvent être extrêmement utiles et peuvent enrichir la personnalité d'un enfant. Un enfant de 7 ans, à mon avis, doit être capable de faire toutes ces choses-là. Choses de base. Je poursuis avec d'autres aspects. J'ai parlé des enfants, j'ai parlé de la nécessité aussi de ce cadeau qui est la naissance d'un enfant. Encore faut-il de l'information. Parce que personne n'est préparé au fait d'arriver à l'hôpital ou à la maternité à 2 et d'en sortir à 3. Les gens n'ont pas l'information. Et il faut absolument davantage informer les parents de ce que cela signifie que de devenir parent. Les parents, excusez-moi, oui, on leur donne des compétences techniques, on leur explique voici comment langer un enfant, voici comment changer un enfant, voici comment faire face à certains besoins particuliers. Quand votre enfant est un nourrisson, les parents là sont extrêmement preneurs d'informations, demandeurs. Je peux vous dire que quand vous voulez apprendre quoi que ce soit à quelqu'un, c'est pendant la grossesse que les gens sont les plus réceptifs. Ils apprendront tout et n'importe quoi. Et justement, il faut utiliser cette fenêtre de tir en particulier, c'est 9 mois, pour
leur faire passer des informations. Et lorsqu'il y a séparation, il faut leur dire que malgré la séparation, les besoins de l'enfant ne disparaissent pas. Les besoins de l'enfant continuent à être les mêmes. Et trop souvent, malheureusement, je crois que les professionnels de la médecine ont tendance à marginaliser un peu, en tout cas chez moi, les sages-femmes par exemple, ce qui est très dommage, souvent pour des raisons financières d'ailleurs, mais c'est souvent la sage-femme qui a le plus de temps et le plus de compétences quand on parle d'informer les parents. Et le médecin, lui, n'a généralement pas le temps. Ensuite, je passe peut-être à une référence britannique. Il y avait un très beau système. Après s'être enregistré auprès du NHS, les femmes reçoivent une invitation pour une rencontre dans leur voisinage. Et toutes les femmes enceintes peuvent se retrouver, donc d'un quartier ou d'une municipalité. Elles peuvent se réunir et parler de leurs espoirs, de leurs craintes, échanger les adresses. Donc c'est une activité de proximité qui se fait également en rotation dans différents lieux, dans les foyers, et ça crée des liens entre les foyers. Et donc c'est vrai qu'une fois que les enfants sont à l'école, ces femmes qui sont restées en lien les unes avec les autres organisent des fêtes avec les autres. Elles vont par exemple conduire les enfants d'une autre mère à l'école à tour de rôle. Et donc c'est une très belle solution qu'il faut essayer de maintenir. Et puis il y a un séminaire. Il faut préparer un petit séminaire pour les jeunes. Et pour les jeunes qui vivent en couple, qui veulent aller un pas plus loin, qui veulent se marier et souhaitent avoir un enfant. Il faut sans doute engager une approche psychologique au travers d'un questionnaire qui couvre tous les aspects de la vie. Par exemple, combien d'enfants voulez-vous? Dans quelle mesure le religieux est important pour vous? Avez-vous certaines maladies héréditaires ou pas? Donc voilà, c'est un questionnaire. Les gens le ramènent à la maison, ils le remplissent, c'est traité par ordinateur. Et après, ils ont rendez-vous avec un psychologue. Alors, je dois reconnaître que je n'ai fait cette expérience que pendant 1 an, donc c'est pas une expérience de longue durée. Après ce questionnaire et après cette entrevue, certains couples vont se séparer, mais en restant amis, parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne va pas fonctionner, parce que l'homme ne veut pas d'enfant, ou bien parce que voilà, ils n'envisagent pas une relation durable. Il n'y a aucune raison d'être en colère l'un vers l'autre. En fait, ils ont constaté que ce qui était important pour eux dans le reste de la vie n'était pas identique. Il y avait pas ça ne coïncidait pas, les attentes de l'un ne coïncidaient pas avec les attentes de l'autre. Bon, attendez, je vois que le temps s'écoule, donc voilà. Je voulais encore vous parler de certains projets, des projets très, très intéressants. Par exemple, ce qu'on appelle le covenant marriage. C'est-à-dire des gens qui sont au premier stade de leur couple. En fait, c'est un projet américain. Et donc, ce couple va bénéficier de l'aide d'un mentor qui va les accompagner dans les moments de la vie où il y a des grands changements. Par exemple, lorsque vous attendez un enfant, ou lorsque, en tant que parent, vous vous trouvez confronté à un problème particulier avec votre enfant. Donc, tout au long de votre vie, vous allez avoir le même mentor auquel vous allez pouvoir vous adresser. Et donc,
vous savez que vous allez déjà travailler dans la durée avec ce mentor. Alors en cas de séparation, le mentor va vous accompagner de manière beaucoup plus fréquente pendant 1 an. Alors, le mentor va d'abord essayer de voir si la séparation se fait, je veux dire, dans de bons termes ou pas. Et sinon, il va proposer des solutions. Bon, voilà, je ne sais pas s'ils le font encore au Royaume-Uni. Eux tous, ils ont... Il y a ce qu'on appelle également la loi de la résonance. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est pas nouveau. Mais c'est mieux connu. En fait, c'est une loi qui vous permet d'initier des développements positifs dans des situations problématiques. Donc c'est vous-même qui, lorsque vous êtes confronté à une situation problématique, vous rendez compte que vous pouvez initier un développement positif, une évolution positive, en vous appuyant sur votre énergie. Si vous êtes des parents en conflit, vous pouvez très honnêtement dire « Ok, on est parents, on ne se comprend plus pour l'instant, mais ça ne doit pas influencer sur le fait qu'on aime tous les deux notre enfant ou nos enfants. Et donc, on va essayer de mettre tout en œuvre pour le bien de l'enfant. Même si on n'est plus tout à fait sur la même longueur d'onde en tant que parent. » Et donc, c'est une attitude cognitive qui permet de mettre en place une énergie positive qui va être ressentie par l'enfant. Et l'enfant va se sentir à l'aise. Si les deux parents affichent cette attitude positive, ont cette énergie positive, comme je l'ai dit, elle va se diffuser jusqu'à l'enfant. Et va se diffuser à tout leur environnement. Et donc ça va leur permettre d'arriver à leur but. Parce qu'on ne pourra pas arrêter cette énergie. C'est un peu comme la libération d'hormones. Vous savez que votre corps produit en quelques secondes en fonction de vos ressentis ou pensées. Vos pensées ou vos sentiments, vous contrôlez vos libérations d'hormones. Soit des hormones de croissance, soit des hormones de stress qui stoppent la croissance ou bloquent le système immunitaire. Donc voilà, c'est exactement le même principe. Soit vous avez, comme je disais, des hormones de croissance qui vont vous permettre de faire croître votre cerveau, ou générer des hormones de stress qui bloquent la croissance, qui bloquent le développement, qui bloquent le système immunitaire. Donc c'est un champ très intéressant à étudier. Voilà, merci beaucoup pour l'énergie que vous-même avez affichée. Donc je voudrais la remercier parce qu'elle fait partie de l'équipe exécutive qui a rendu cet événement possible. Elle a été là à tout moment, on a toujours pu compter sur elle pendant 2 ans, donc je voudrais lui adresser un merci tout particulier. Merci pour votre contribution. Moi, je tiens à vous remercier, vous. Et je vous invite toutes et tous à activer votre énergie positive. Merci. Alors, un de mes livres préférés, en néerlandais, c'est... enfin, comme prévu, tout se passe autrement que prévu. Alors, on a un petit souci technique là. Alors, comme prévu, rien ne se passe comme prévu. Alors, pour les personnes qui sont en ligne, nous avons prévu de tout remettre en ligne, toutes les interventions, mais là on a en retard. Donc le prochain intervenant va parler pendant 17 minutes, c'est Nick Child. J'ai rencontré Nick Child à Philadelphie où on a beaucoup parlé dans l'avion. En fait, on a pris l'avion ensemble des États-Unis vers l'Europe. C'est un psychologue écossais et il a vraiment une réflexion très intéressante pour faire l'histoire maintenant. Hello from Scotland. Hello, bonjour depuis l'Écosse.
Alors, aujourd'hui, on voit généralement des étagères sur lesquelles on retrouve tous les livres d'une vie. Les livres nous façonnent, mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une seule page qui a changé ma vie. Il y a 50 ans, j'étais un bébé psychiatre. Je pensais que les problèmes de gens étaient individuels et causés par leur passé, par la biologie ou par la vie. Je pensais qu'on ne pouvait résoudre les problèmes sans épingler le passé. Avec ce livre, cela a changé pour toujours. Et c'est ce qu'on appelle le changement. Pendant 50 ans, cette photo du livre qui est là sur le mur m'a beaucoup servi. Parce que la légende dit 2 marins qui s'emploient frénétiquement à stabiliser un bateau stable. C'est un exemple d'un problème qu'on appelle en anglais more of the same, donc continuer à faire de même. Dans ce cas, ce sont les solutions des marins qui sont le problème. Ils doivent s'arrêter et faire différemment. Mais ils ne peuvent le faire tout simplement parce que chacun accuse l'autre et continue à faire de même. Je dois continuer à me plier en 4 ou nous allons tous couler. Est-ce que ça vous rappelle des problèmes humains que vous connaissez? Des guerres, des politiques polarisées sur les médias sociaux, les réseaux sociaux. Ça nous rappelle les familles séparées en difficulté, les tribunaux contradictoires, les aides polarisées, les militants et les campagnes. Le bateau, c'est l'enfant au milieu. Maintenant, tout le monde peut vouloir la même chose, un bateau stable, un enfant heureux, autrement dit. Mais c'est une question de vie ou de mort, alors ça continue. Il est rare que les problèmes soient causés uniquement par de mauvaises solutions comme celle-ci. Mais les marins nous apprennent qu'il faut se débarrasser des mauvaises solutions. Que les gens et leurs solutions peuvent être la source du problème et que travailler ensemble pour créer des solutions futures, de bonnes causes à adopter, c'est aussi important que de comprendre un problème issu du passé. Empêcher la survenance future d'un problème, c'est ce qu'on appelle la prévention. Et la prévention, c'est la meilleure solution. Mais cela signifie que nous devons cesser maintenant de continuer à faire de même, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Des êtres humains intelligents peuvent être stupides lorsqu'ils font quelque chose de différent. Prenez-moi comme exemple. J'ai quelques secrets à vous confesser. Les personnes chanceuses comme moi apportent leur meilleure capacité pour se former dans le domaine de la santé et des professions libérales. Déjà premier de classe à l'école, et que ce soit par amour ou simplement pour l'argent et la gloire, des années de formation et de statut essentiels nous montent à la tête. Récompensés par la carrière et l'institution, notre vision étroite se transforme en vanité. La confession numéro 1, c'est un secret de fabrication. Une profession nous lie loyalement à une boîte réactive à vie. Le travail, notre travail, consiste à régler les problèmes qui sont bien circonscrits, mais pas au point de perdre des clients. Faites la promotion de la profession et elle vous récompense. Soyez trop malin, empêchez les problèmes de se produire, par exemple, et vous ne serez pas populaire. Naturellement, les personnes qui souffrent de problèmes, nos clients, sont également réactifs et centrés sur leurs problèmes. La répétition de la même chose est un schéma très courant. John résout son stress en buvant, Jane en remettant les choses à plus tard. Mais l'alcool, comme la procrastination, ne font qu'empirer les choses. Dans le cadre de notre activité professionnelle, nous connaissons nos compétences, mais nous avons tendance à penser que nous connaissons aussi tout le reste. Et cet excès de confiance conduit à des erreurs. Nos bonnes intentions nous aveuglent. En continuant à faire de même au lieu de faire différemment, nous aggravons les problèmes plutôt que de les résoudre. Au cours de ma longue carrière de la faculté de médecine aux disciplines diverses de la psychiatrie et de la thérapie de l'enfant et de la famille, je suis devenu un véritable expert dans de nombreux domaines. Et je n'étais pas un béni oui-oui. Pendant tout ce temps, j'ai posé des questions, publié des articles et mené des campagnes sur les choses qui, selon moi, n'allaient pas. Les universitaires grandissent en pensant qu'un article publié est le moyen de changer le monde. Confession numéro 2. J'ai publié de nombreuses innovations révolutionnaires qui ont coulé sans laisser de traces. Confession numéro 3.
Ce n'est que récemment, en 2020, que j'ai pleinement compris ce qu'il fallait pour mener une campagne efficace pour changer le monde. Même lorsque vous êtes pleinement qualifié, il y a beaucoup de choses nouvelles à apprendre. À l'époque, nous avons appris de nouveaux diagnostics sur des abus nouvellement découverts, des abus intrafamiliaux incroyables sur des enfants et des abus sexuels. Nous pensions pouvoir laisser les services sociaux s'occuper des aspects les plus risqués de ces cas. Nous avions confiance dans le fait qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Et nous avons vu des enfants perturbés dans des familles séparées, bien sûr. Nous avons estimé que nous pouvions laisser les affaires aux droits de la famille aux tribunaux. Nous avions confiance dans le fait qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, eux aussi. Confession numéro 4. Compte tenu de notre importante charge de travail et pensant être les mieux placés, nous n'avons pas pris notre devoir de diligence suffisamment au sérieux. Cela nous arrangeait de ne pas trop savoir ce qui se passait dans les autres secteurs. Confession numéro 5. En laissant le droit de la famille tranquille, nous n'avons jamais vu les dégâts. Nous n'avons jamais vu que c'était le mauvais système pour aider les enfants des familles séparées. Nous n'avons jamais critiqué son caractère intrinsèquement ignorant de l'enfant, tardif, lent, inefficace, inaccessible, sans compassion, effrayant, paralysant, manipulateur, armurier, contradictoire, polarisant, anti-comparaison, aveugle aux preuves et aux résultats, injuste, coûteux, sans conséquences et immuable. Nous pensions que la loi du pays était au-dessus de toute critique, qu'elle aurait les caractéristiques d'un service de proximité et d'une profession d'aide qualifiée comme la nôtre. Ce n'est que bien plus tard que j'ai appris que ce n'était pas le cas. Alors évidemment, de nombreux juristes déploient mains et efforts, mais le système dans lequel ils travaillent n'est pas le bon. Une fois, un juge principal m'a interrompu. « Aidez, Dr. Child, aidez. Le système judiciaire applique la loi de manière juste. Il n'est pas là pour aider qui que ce soit. » Et c'est vrai. Une profession juridique, un système de formation juridique ne constitue certainement pas une profession d'assistance. Alors que l'émancipation explosait dans ces années-là, nous étions submergés par une nouvelle idéologie et de nouvelles preuves concernant les abus sexuels et le contrôle coercitif. J'ai d'ailleurs écrit à ce sujet. De manière générale, j'en suis sûr, nous faisons du bon travail. Mais, confession numéro 6, en s'occupant mieux des femmes et des enfants maltraités, nous avons oublié les hommes. L'importance des pères pour leurs enfants et pour la famille au sens large. Nous sommes tous devenus trop enthousiastes à l'égard de la nouvelle idéologie basée sur le genre. Confession numéro 7. Et nous avons tous eu le plus grand mépris pour ce nouveau label américain ridicule, le syndrome d'aliénation parentale. Bon, ok, j'ai encore une confession à faire, mais en attendant, un petit retour vers le futur. Les marins nous montrent que la mauvaise solution peut être le problème, que nous pouvons faire évoluer l'avenir en changeant nos solutions aujourd'hui, et que nous pouvons résoudre les problèmes avant qu'ils ne se produisent. Que planifier l'avenir, c'est faire l'histoire aujourd'hui. Alors, détendez-vous, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux si vous voulez. Je vous emmène en voyage. Un voyage miraculeux dans le temps. Imaginez que vous vous endormez ce soir et qu'à votre réveil demain, vous vous retrouvez en 2071, c'est-à-dire dans 50 ans, dans le futur. Et vous constatez que les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en séparant les familles et leurs aides, ces problèmes ont tous disparu. Ils sont résolus. Évidemment, ils ont disparu parce que c'est dans 50 ans, on peut difficilement supporter une année de plus de ces difficultés et de ces problèmes. Gardez vos yeux fermés. À quoi ressemble l'année 2071? Qu'est-ce qu'une vidéo sur votre iPhone 50 pourrait vous montrer de 2021 et vous montrer de votre premier jour dans le futur? Comment savez-vous que tout a changé pour les familles séparées? Alors, en ligne, il est difficile de partager ce que chacun a trouvé.
Alors, les yeux toujours fermés, je vais partager avec vous ce à quoi ressemble 2071 pour moi. Et je pense que nous voulons tous ce genre de futur. Sur mon iPhone 50, j'ai une vidéo de ce que les gens m'ont dit. La première chose qu'ils m'ont dite, c'est que les troubles graves consécutifs à une séparation familiale, cela n'arrive pas en 2071. Et le droit de la famille, leur ai-je dit. Je ne sais pas de quoi vous parlez, ont-ils répondu. Je leur ai demandé de me décrire 2021. Ils ont éclaté de rire. Qui a bien pu inventer ça, ont-ils demandé. Le droit familial contradictoire comme solution aux problèmes familiaux contradictoires avec des enfants au milieu. C'est la pire solution imaginable. Donc, nous voulons savoir ce qui se passe en 2071. Comme pour tout problème humain, dit-on, chacun apprend à la maison et à l'école comment élever ses enfants et comment faire face aux conflits et aux séparations familiales. Chacun sait ce qu'il faut avant tout préserver les liens familiaux des enfants. Bien sûr, les familles peuvent avoir des difficultés et il existe une aide précoce efficace pour les aider. Ceux qui connaissent l'histoire m'expliquent les détails. Nous n'utilisons pas de labels simplistes. Nous évitons les bagarres pour ne pas avoir besoin d'armes. Lorsque l'évaluation et l'aide sont nécessaires, elles sont compatissantes et personnalisées pour chaque famille